comment on fait quand on veut tout ? Entreprendre, aimer ce que l'on fait, réussir et en même temps être présente pour ses enfants. Vous pensez vraiment qu'il faut choisir entre être une bonne mère ou une femme ambitieuse ? Eh bien non. Avec La Marquise, le podcast des Mum Boss, je vous montre qu'il est possible de concilier vie d'entrepreneur et vie de maman. Ici, pas de faux semblants, juste la vraie vie. Celle où on jongle entre le business, les couches et les devoirs. Celle où quand on doute, on passe à l'action quand même. Je suis Sonia, maman de 4 enfants, consultante en marketing et entrepreneur passionnée depuis 2020. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Au programme, des stratégies concrètes pour bâtir un business rentable, des conseils pour jongler entre vie de famille et entrepreneuriat, et des interviews inspirantes de mamans entrepreneurs. Bref, un vrai coup de boost pour passer à l'action. Alors que vous soyez en train de plier du linge, d'allaiter bébé, en voiture ou en pleine séance de sport, ce podcast vous sera utile pour avancer. Pour ne rien manquer, vous avez juste à vous abonner et partager le podcast à une autre maman qui en a besoin. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet du jour. Alors j'accueille Myriam à mon micro aujourd'hui. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Toujours en forme. C'est génial. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Donc, toi, tu es maman, tu as un petit garçon. Et voilà, on veut tout savoir. On veut savoir si l'entrepreneuriat est arrivé avant, après. Donc voilà, raconte-nous ton parcours. Tu peux commencer vraiment peut-être au stade où a émergé l'idée. Est-ce que tu as toujours eu cette envie entrepreneuriale ou pas ? Voilà, raconte-nous ton enfance. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, etc. Alors, du coup, déjà, merci de m'avoir proposé ce podcast. Et pour recontextualiser un petit peu, parce qu'effectivement, j'ai eu une enfance un peu particulière et une histoire un peu particulière. Moi, dès bébé, donc à l'âge de 1 an, j'ai eu malheureusement donc un neuroblastome, c'est un cancer de la colonne vertébrale de stade 4. Et dès presque ma naissance, on va dire, ma vie était comptée entre guillemets, puisque du coup il y avait très peu de chances de survie par rapport à ça. Donc effectivement, je pense que dès le plus jeune âge, j'avais cette soif en moi de pouvoir découvrir, créer, voilà, vivre pleinement la vie avec du coup tout l'échantillon, j'allais dire de la vie, que ce soit bien ou pas bien. Et donc par rapport à ça, j'ai eu voilà 3 grandes opérations. J'ai eu pas mal donc chimiothérapie, radiothérapie et effectivement, hormis ça, cette partie-là, j'ai eu la chance d'avoir des parents et une famille, surtout des frères et sœurs, qui justement m'ont donné une enfance, m'ont apporté beaucoup de soutien, m'ont donner tout un écosystème et un environnement qui fait qu'aujourd'hui, je pense que dès l'enfance, j'ai eu cette envie de vivre pleinement mes rêves et ma vie. Donc par rapport à ça. 2e chose, j'ai été challengée, justement dès l'enfance à essayer de prouver que j'étais capable de pouvoir faire un petit peu comme les autres, entre guillemets. Et donc en fait, j'ai fait beaucoup d'études parce que d'une part, je voulais être donc j'avais 2 rêves étant petite, écrivaine et chirurgienne, notamment orthopédique pour justement remercier les professeurs de l'époque. D'une part, entre guillemets, de m'avoir un petit peu aussi sauvé la vie et surtout de m'avoir permis, aujourd'hui de pouvoir, faire, physiquement je parle, faire ce qui m'entend parce qu'effectivement je ne devais pas, je devais avoir des séquelles assez graves et heureusement que j'ai eu que juste la petite taille entre guillemets, qui reste un handicap par rapport à ça et voilà d'autres sujets par rapport à cette partie-là. Donc en fait, mon histoire donc elle a commencé déjà comme ça et on m'a dit très tôt que, je devais, forcément, comment dire? Je vais «galérer» entre guillemets et je vais devoir avoir un protocole très sérieux pour pouvoir, prétendre ou un jour avoir des enfants. Mais en fait, encore une fois, pour moi, c'était tout à fait normal et j'ai pas entre guillemets, «je l'ai pas entendu» et je l'ai pas mis dans ma tête et effectivement, suite à
un changement total, parce que du coup, on a déménagé avec mon mari après notre mariage. Après ce déménagement-là, justement, j'ai fait un licenciement à l'amiable avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc, j'étais en société de conseil pendant 5 ans. Donc, pour la petite histoire, pour rappeler un petit peu l'ordre, j'ai fait un bac+7. Dans mes études, je les ai fait complètement en alternance parce que j'adore découvrir et je suis quelqu'un qui est très opérationnel. Du coup, suite à ça, j'ai été 5 ans en société de conseil avec différentes missions, etc. J'étais en Île-de-France à l'époque et puis j'ai déménagé avec mon mari dans les Hauts-de-France, donc dans l'Oise, donc proche Île-de-France, mais effectivement c'est une autre région. Et donc nouvelle maison, nouvelle région, tout était nouveau pour nous, nouveau départ. J'avais l'intention de pouvoir créer mon entreprise, mais c'était juste une idée pour l'instant. Et voilà, je voulais prendre le temps de concevoir mon projet professionnel par rapport à ça. Sauf que, bah, effectivement, je suis tombée enceinte pour une première fois pile poil, je l'ai su, pardon, le jour de notre anniversaire de mariage. C'était le 14 octobre à ce moment-là. Mais effectivement, j'ai été enceinte depuis le 22 septembre. Déjà là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance tout de même dans mon projet professionnel, est-ce que j'attends, etc. Finalement, j'étais en train de chercher des formations pour mon projet professionnel, donc ça a commencé un petit peu à débuter par rapport à ça. Malheureusement, j'ai eu une fausse couche tardive, donc il y a eu une erreur médicale par rapport à mon suivi, puisqu'effectivement j'ai eu des nouveaux médecins, etc. Du coup, encore une fois, l'épreuve de la vie a fait que j'ai failli perdre également la mienne. J'ai fait une grave hémorragie, un hématome rétroplacentaire et une infection donc qui a coûté la vie à ma fille, presque à moi. Donc j'ai dû avoir un don de sang, j'ai dû avoir des suites justement une suite par rapport à ça. Malheureusement, j'ai pas été suivie comme convenablement parce que il y a eu le Covid qui s'est mis juste après, qui s'est positionné par rapport à ça. Et dans mon malheur, en fait, avec le Covid, j'ai trouvé un médecin qui m'a suivie et donc c'est aussi accompagné donc des examens plus poussés pour savoir si oui ou non je pouvais tomber enceinte. Dans le même état d'esprit, du coup, je me suis accrochée justement à mon projet professionnel, donc d'entrepreneurial, pour pouvoir passer outre cette dépression, j'allais dire, cette défaite par rapport à ma fausse couche et de pouvoir m'en sortir psychologiquement. C'est ce que j'ai fait. Donc du coup, parallèlement, j'ai suivi un projet entrepreneurial, donc des formations. Donc je suis devenue formatrice professionnelle. J'ai suivi la formation aussi de chef de projet digital learning, donc ingénieur pédagogique et dans tout ce qui est management agile pour poursuivre un petit peu tout ça et la création d'entreprise. Et alors, est-ce qu'on peut juste revenir à cette partie où tu finis ton bac+7? Est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu as fait tes études et puis en quoi aussi consistait ton poste de salarié quand tu étais dans un cabinet de consulting? Est-ce que tu peux nous expliquer ça aussi, cette partie-là? Oui, alors moi, comme je voulais construire mon parcours en alternance à l'époque, ça n'existait pas du début jusqu'à la fin. Donc j'ai fait un DUT en gestion logistique et transport. Puis je me suis spécialisée parce que j'ai adoré la partie qualité, analyse justement, où je pouvais analyser vraiment toutes ces fonctions-là, cartographier, imager tous les processus de l'entreprise et aller vers la cause racine des problématiques qu'il y a dans les entreprises. Donc, j'ai fait une licence pro en management des entreprises, donc par la qualité totale, ce qu'on appelle le QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et puis, une fois que j'ai vu toute cette partie-là, j'ai fait un master 1 en management et stratégie d'entreprise et j'ai fini donc ma cursus d'études en double cursus, ingénieur et management opérationnel du développement durable, donc avec un MBA, sur lequel du coup j'ai fait à la fois de l'alternance mais aussi un projet personnel où j'étais conseillère municipale à la protection du développement durable et l'environnement à la mairie de Carrières-sous-Poissy et donc dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais en tant que salariée, j'étais ingénieure QHSE dans différentes structures. Donc pour des gros comptes, SNCF, RATP, Framatome, Advance, Renault, où j'ai
passé la plupart du temps de mes activités, sur la partie automobile, donc qui est quand même assez masculin. Donc parce que j'adore ça en fait, être sur le terrain, pouvoir, voir toute la partie, ensemble, donc comme un circuit, de toute l'entreprise, cette partie cartographie, cette partie, process, standardisation, et également RSE parce qu'effectivement, il y a des équilibres à avoir et des piliers à avoir, donc c'est ce qui m'a plu, le plus dans cette partie-là. OK. Qu'est-ce qui a fait, en fait, finalement, que tu as décidé, de quitter, ton emploi? Parce que j'imagine que c'était un poste, très, comment dire? Bien payé? Avec une certaine renommée ou pas du tout? Enfin, voilà, qu'est-ce qui a fait quels sont les éléments qui ont fait que tu as voulu, changer de carrière professionnelle, changer de voie professionnelle? Alors déjà, c'était pas bien payé par rapport aux charges de travail, je le dis parce qu'effectivement, encore une fois, on est dans une phase où justement en tant que femme et jeune, je l'ai accepté en quelques années et j'avais demandé justement à pouvoir, du coup avoir un poste, amélioré. Finalement, en fait, j'ai eu malheureusement un accident de voiture à ce moment-là. C'était un déclencheur, par rapport à ça, puisqu'effectivement, ça m'a causé beaucoup de douleurs physiques et j'étais plus, apte à pouvoir avoir autant de charges de travail. Du coup, j'ai demandé des aménagements qui étaient, possiblement, ce qui était possible puisqu'effectivement, moi, je travaillais beaucoup en bureau, donc je pouvais, aménager quelques horaires de travail, en tout cas par rapport à ça. Et le télétravail n'était pas encore, bien revendiqué aussi à l'époque, qui a été refusé, par rapport à ça. Et puis, il y a eu des négociations sur, le fait aussi que je quittais l'Île-de-France, donc qui était pas j'étais pas super d'accord par rapport à ça. Mais le côté positif, c'est que, effectivement, j'avais cette envie de créer quelque chose qui faisait écho en moi depuis un certain moment, puisque du coup, en fait, j'étais frustrée de pas pouvoir suivre des projets, de A à Z. À chaque fois, c'était des missions et les missions, bah, forcément, on voyait pas tout. Même si j'avais la chance de pouvoir justement aller voir tous les jalons, donc ce qu'on appelle jalons, c'est tous les étapes clés, on va dire, du projet. J'étais pas forcément dans la période, complète du projet, parce que c'est des projets qui étaient assez longs et j'avais envie vraiment de connaître un peu mieux, de pouvoir mieux accompagner les dirigeants d'entreprise, ce que je faisais indirectement, mais je restais quand même dans un poste, voilà, de salarié, donc je devais rester et me cantonner à ce qui était dans la «fiche de poste» entre guillemets, et ce qui était attendu et voulu. Donc en fait, il y avait, 2 parties, j'allais dire, qui me disaient, «Là, il faut vraiment que tu que tu partes par rapport à ça» et effectivement, la charge de travail, elle était quand même assez intense, donc en fait, ça, plus les douleurs, plus pas mal de choses, le stress et cetera, j'ai quand même enfin, j'étais presque en début de burn-out, à tous les niveaux, donc du coup, ça tombait, j'allais dire, plutôt bien, que le licenciement soit accepté puisqu'effectivement, voilà, j'avais d'autres projets, en tête. D'accord, donc là déjà là, tu avais une idée entrepreneuriale à ce moment-là? Ou alors tu savais juste que tu voulais entreprendre? Alors une idée, non, je voulais faire ce métier-là, donc de salarié, mais alors c'est pour ça que j'étais un peu visionnaire à l'époque puisqu'effectivement ça n'existe toujours pas d'ailleurs, presque pas. Je vais en parler peut-être après, mais le métier que je fais, effectivement, c'est très, ou en tout cas très mal connu, en tant qu'indépendante, puisqu'on considère que, bah, forcément, qui dit cabinet de conseil dit forcément un être humain, donc une ressource humaine qui va, compléter quelque chose ou qui va effectuer une tâche auprès d'une entreprise. Moi, j'ai une autre approche sur lequel, bah, justement je voulais, le faire, prétendre, mais j'étais pas encore, assez affinée par rapport à ça. C'était vraiment une idée globale et je me suis dit: «Bon, bah, on va essayer de tester, plusieurs formats avant d'arriver à ça, quoi». OK. Donc là, on est en 2019. Tu quittes C'est ça. tu quittes ton poste, tu pars vivre dans l'Oise avec ton mari. Tu as une première grossesse qui malheureusement, se passe, mal étant donné que tu perds, ta petite fille. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour rebondir? Qu'est-ce qui te donne aussi envie de te dire: «Ben, je vais quand même entreprendre malgré toutes les épreuves que tu as vécues, jusqu'à présent»?
Alors, pour pas mentir, au début, j'étais dans un vide complet. C'est comme si on m'avait mis dans un puits, aucune lumière et je me suis dit: «En fait, à quoi bon d'avoir fait tout ce chemin-là?» En fait, c'était la question de: «Qui suis-je?» En fait, j'ai vraiment, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'étais destinée à être maman» et en fait, finalement, quand, en fait, il y a plus rien, j'ai plus d'entreprise puisqu'effectivement j'étais, licenciée de façon à l'amiable et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc c'est pour ça que j'ai dit: «Bon, on va faire objectif step by step, étape par étape». Voilà, je me suis dit qu'avant de tomber enceinte, j'avais quand même le projet de me former donc je vais, reprendre des formations. Donc là, je me suis mise à chercher juste la formation et en fait, ça a été très compliqué parce que, en fait, j'ai développé une phobie, j'allais dire sociale, quand j'ai fait une grave dépression. Donc en fait, le simple fait de sortir, à l'extérieur, ça me mettait dans un état pas possible et moi, j'ai toujours contré, par exemple, justement, c'est ce que je disais, on m'a toujours dit: «Je ne pourrai pas». D'ailleurs, ça va être le titre de mon futur livre qui va arriver, bientôt et en fait, j'ai toujours contré cette question-là. C'est-à-dire que je vais vous prouver que je pourrais y arriver et à chaque fois, par exemple, je pouvais pas marcher, j'ai contré ça, je pouvais pas voilà, X, 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 Y par rapport à ça et donc je me suis dit: «Bon, voilà, Myriam» en plus, c'était le plein covid, donc c'était encore plus, phobique parce que du coup, on entendait partout à la télé que si on sortait, si et cetera et cetera. On n'avait pas encore les masques parce que c'était la première vague, donc du coup, ça a été très, très compliqué à gérer et l'élément déclencheur, pardon, ça a été le fait que je devais refaire mon passeport, donc du coup, j'étais obligée de sortir. Suite à ça, en fait, du coup, je me suis inscrite parce que j'ai vu une formation, auprès de la BGE, près de chez moi, qui faisait des formations sur, entreprendre, donc la création d'entreprise. Donc je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, je vais tester» et en fait, j'ai été admise et petit à petit, voilà, j'étais, dans une formation qui était en présentiel en plus. On a essayé de sauvegarder le plus possible par rapport à ça, par rapport au covid et ça m'a vraiment, aidée à sortir de l'isolement, j'allais dire, par rapport à cette, dépression, j'allais dire postpartum, juste après, quoi. Donc ça a été le 1er pas. Suite à ça, ça du coup a déclenché en moi encore plus l'envie d'entreprendre. J'ai commencé à dire: «OK, je vais peut-être regarder» parce que je l'ai toujours fait dans ma société de conseil avec mon métier d'ingénieur, former les personnes. Donc peut-être d'aller dans la partie formation et qui a donné lieu, justement à plusieurs, autres formations qui ont découlé derrière. C'était un même, groupement donc après la formation et il y avait aussi la coopérative et l'incubateur, avec le même groupement, donc la BGE, qui était aussi avec, Essor, qui était la coopérative et il y avait un incubateur à l'intérieur et du coup, j'ai continué avec vraiment, l'ensemble des partenaires par rapport à ça. Ce qui m'a vraiment, rassurée parce que du coup, je connaissais un petit peu l'écosystème, j'allais dire et l'environnement par rapport à ça. Suite à ça, je me suis dit: «Bon, lance-toi, mais lance-toi de manière sécurisée», encore une fois, step by step, pour pas revenir sur des schémas, j'allais dire de peur, d'anxiété et cetera et pour prouver à moi-même que je peux y arriver, sous d'autres, formes et d'autres formats donc ça a commencé un apprentissage par rapport à ça. Donc j'ai rejoint la coopérative, donc ça a été en 2020 exactement, donc novembre, le 13 novembre, un vendredi 13 2020. J'ai rejoint la coopérative en tant qu'entrepreneur salarié et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, comme c'était une petite coopérative, on s'aidait les uns les autres. En fait, c'était vraiment comme j'allais dire une famille professionnelle où chacun, apportait à l'autre des compétences et je me suis dit: «Ça, c'est mes valeurs, en fait, vis-à-vis de tout ça». J'ai effectué mes premières missions, en tant que formatrice, et puis d'autres formations qui sont venues juste après, qui ont complété aussi mes missions. Après j'ai eu une grosse mission, avec un gros groupe qui a gagné un appel d'offres, où j'ai pu accompagner aussi donc j'ai fait allier la partie conseil et la partie formation. Des organismes de formation qui voulaient transformer leur partie, digitale et c'est pour ça que je dis, le covid, pour moi, a été révélateur, dans le sens où j'ai jamais eu une année avec un chiffre d'affaires qui a été propulsé, qui a explosé. Pourquoi? Parce que en fait, justement, ma phobie, enfin «ma phobie» entre guillemets,
plusieurs choses qui vont arriver juste après, donc je vais l'annoncer juste après, a fait que j'ai pris, on va dire, cette opportunité de travailler en distanciel et j'ai formé du coup en distanciel les entreprises ou des apprenants et ça a été un gros succès parce qu'en fait les entreprises ou les organismes de formation n'avaient personne en fait compétente ou en tout cas qui voulait et qui acceptait de pouvoir former en distanciel. Donc du Mais coup alors, moi j'ai oui mais alors du coup, si je comprends bien, c'est que donc ton idée a émergé lorsque tu es à la BGE, donc quand tu étais dans le cursus de la BGE, là tu t'es finalement reposé sur ton expertise, oui l'expertise que tu avais, c'est ça? Donc tu es c'est ça devenue formatrice, mais alors exactement. tu formais dans le domaine, dans quel domaine en fait? Dans l'environnement Alors aussi, dans tout ce qui est il n'y avait pas trop dans l'environnement. J'avais juste un organisme de formation qui avait ce genre de, de profil entreprise pour pouvoir former en environnement. Mais c'était surtout management, RH, puisque effectivement, en fait, nous, la qualité, ce qui est bien, c'est que le service qualité, il va se situer avec les différents services directionnels, donc ce qu'on appelle le CODIR. Donc en fait, on va prendre, et c'est pour ça que la RSE, c'est très bien, puisqu'on va prendre le côté du coup économique, le côté RH donc social et le côté notamment obligation, réglementation, toute la partie sur cette partie-là. Et donc le point en commun, c'est le management. Donc c'est pour ça que j'ai dit le management d'une manière globale, avec dedans la gestion de projet, avec l'intérieur donc tout ce qui est RH principalement. donc tu formes les Alors, entreprises, j'avais un côté entreprise et j'avais un côté voilà de BTS, licence, master et MBA. Enfin voilà, de bac à bac plus 5 entre guillemets, je formais sur cette partie-là et ce qu'on appelle les titres aussi, les titres professionnels. Du coup, je formais les futurs aussi formateurs. Du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir les former, de les accompagner aussi à la certification Calliope. Donc j'ai eu c'était un panel. En fait, je testais un petit peu les besoins, j'allais dire, par rapport à mes métiers, pour voir ce qui fonctionnait et en tout cas sur lequel il y avait eu du besoin par rapport à ça, quoi. d'accord. Et cette période de test, finalement, tu l'as faite quand tu étais dans la coopérative. Totalement. Oui. Et quels sont finalement les avantages d'une coopérative? Qu'est-ce que tu nous as parlé du côté sécurité. Oui. Euh, alors, dans quoi est-ce plus sécuritaire et est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, toi, aux mamans qui souhaitent entreprendre? Alors oui, en fait dans le sens où quand on n'a pas d'idée de business, par exemple, ou alors quand on a une idée de business, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a la coopérative et il y a l'incubateur. L'incubateur, on peut le commencer si, par exemple, on veut tester une activité, donc on est en reconversion ou voilà, on ne sait pas trop en termes indépendance ce que ça va donner et on n'est pas sûr, on n'a pas une stabilité personnelle parce qu'effectivement, on le voit hein, dans le marketing ou dans le business model ou dans le business plan, il faut que les deux côtés, on va dire personnel et forcément professionnel, puissent être entre guillemets dans le vert pour commencer un projet entrepreneurial. Et donc, pour ces personnes-là, qui veulent tester une activité, et cetera, ils peuvent déjà commencer par l'incubateur pour justement avoir les 3 entre guillemets, «les 3 premiers clients», sur lesquels ils vont travailler leur offre, leur positionnement, le persona, enfin toutes ces parties-là qui vont être très importants pour, la partie entrepreneuriale. Et si déjà comme moi, on a les compétences, le savoir-faire, mais c'est juste des ajustements et moi j'étais pas du tout prête psychologiquement, ni même personnellement, j'allais dire, dans ma vie familiale, de pouvoir poursuivre avec un vrai statut. Quand je dis vrai statut, c'est statut où je prends toutes les charges d'entreprise. Il fallait déjà avoir un capital, il fallait déjà avoir les clients, il fallait déjà avoir toute cette partie-là qui est très lourde à porter, ce qui était pas moi, je pouvais pas. J'avais un stress pas possible. Il fallait d'abord que je me rassure step by step. Et là, ce qui est bien avec, d'une manière générale, donc soit avec la coopérative, soit avec le portage salarial, c'est qu'effectivement, on a ce côté libre d'entreprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit nos clients, on prospecte comme enfin voilà,
comme on veut, de manière libre. La seule chose qu'on demande, c'est derrière, la partie justement, du coup, une fois qu'on a toute la partie, j'allais dire, devis, facturation, tout ça, c'est bien suivi, également à côté. C'est-à-dire que celui-là qui est porteur, donc soit la coopérative, soit un autre portage, il va vous donner un cadre, avec des outils, une façon de faire. Donc forcément, ils vont vous former aussi sur cette façon de faire et chaque mois, en fait, il y a une rigueur, à tenir et cette rigueur-là, elle est, je pense pour moi primordiale quand on commence. D'avoir des repères et surtout d'avoir, une discipline, je cherchais le mot. Une discipline qui va vous donner surtout les aspects, justement comptabilité, tous les aspects qu'il y a à côté sur lequel quand on est salarié, forcément on n'y pense pas puisque du coup nous on se cantonne que à notre mission, à notre j'allais dire notre force, notre valeur ajoutée, notre talent et dans l'entrepreneuriat, on a différentes casquettes et ces différentes casquettes, ça peut très vite vous donnez déjà une charge mentale qui est quand même assez considérable et surtout une pression supplémentaire alors que là, du coup, c'est bien expliqué. On attend de ça de vous tous les mois et cetera donc en fait, il y a un suivi qui fait qu'il y a une discipline à avoir et surtout, comme je l'ai expliqué dans la coopérative, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, on pouvait avoir, forcément des formations ou des ateliers, avec les compétences des uns et des autres et effectivement, ça nous a vraiment aidés. C'est-à-dire, par exemple, il y avait quelqu'un qui était, spécialiste du marketing et des réseaux de communication, donc notamment sur LinkedIn. Donc comment, se mettre en avant sur LinkedIn, le profil sur LinkedIn, des choses comme ça. Ce qu'on peut, ne pas avoir quand on débute un projet entrepreneurial, comment on va gérer les réseaux, surtout en ce moment avec tout ce qui est, réseau, la vente, et ça c'était très, très bien parce que du coup, il y avait des ateliers, il y avait de la veille aussi qu'on pouvait faire, des veilles métiers, des veilles, techniques, technologiques et cetera et notamment, ça m'a permis aussi de pouvoir parce qu'en fait, chacun avait un rôle et était référent de quelque chose, ce qui est bien parce que ça responsabilise. Du coup, moi, j'ai choisi le handicap. Ça me collait, je pense, très, très bien et du coup, j'ai été formée grâce à la coopérative et la GFIP, donc dans tout ce qui est, référent handicap et donc j'ai pu, développer encore plus de capacités et de compétences, là-dessus, quoi. D'accord. Et la contrepartie, du coup, c'est quoi? C'est un pourcentage sur ton chiffre d'affaires? Oui. Alors là, pour le coup, c'était, 10. Alors je sais pas si depuis ça a changé ou pas. C'était 10 du chiffre d'affaires, mais honnêtement, ça me convenait parfaitement puisque du coup, en fait, on avait notre propre trésorerie, le tableau de bord avec les indicateurs financiers et cetera. Donc ça, même visuellement, c'était très, très bien. On avait une référente également, qui nous donnait un point, tous les mois régulièrement, si jamais il y avait des urgences et cetera. Donc, référente administrative et une référente aussi, un peu plus, j'allais dire, commerciale, animation, du développement de la partie entrepreneuriale plus. Donc une contrepartie du chiffre d'affaires, mais honnêtement, c'était très, très bien parce qu'en fait, on avait cette vision et aussi cette, j'allais dire cette saisonnalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on débute, on n'est pas sûr de quelle est la période où on va être la plus, enrichi. Donc là, bien évidemment, il faut rester plusieurs, mois, voire plusieurs années pour pouvoir vraiment avoir une période, donnée et faire en fonction des besoins. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais 2 fonctions. Donc j'avais la partie conseil et la partie formation. Et effectivement, il y avait des périodes où c'était plus du conseil qui était, le plus demandé et périodes où c'était plus de la formation qui était demandée. Donc j'arrivais à, j'allais dire, à jauger et planifier cette partie-là, sur ça. Bien évidemment, après on a, certaines charges qui étaient aussi à nous. Alors je m'en rappelle plus exactement, je peux pas vous dire de bêtises, sur ça. Mais effectivement, voilà, il y avait juste certaines charges, mais voilà. Toute la partie, j'allais dire portage, c'est eux qui le portaient en termes de statut, de capital, d'autres choses et on pouvait se générer un salaire, bien évidemment. C'est nous qui choisissons le salaire qu'on voulait se générer par mois. Donc ça, c'est très, très bien aussi. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un mois où on sait que on n'a pas besoin de autant. On va se dire, on a la trésorerie pour, on va se donner qu'un petit peu. D'autres mois où forcément peut-être à côté pour chez nous, de manière personnelle, on doit retirer un peu plus d'argent. Du coup, on dit le 15 du mois, je vais me faire tant de salaire ce mois-ci, et du coup tout se met en place par rapport à ça.
Les charges, c'est pareil. C'est pour ça que je dis il y a une discipline, une rigueur à tenir. Tout était, voilà, tracé avec, les factures ou les tickets derrière. Si on voulait demander quelque chose, il fallait, voilà, demander avec une autorisation par mail et cetera. Donc tout était vraiment, bien acté pour que tout suivre et tout soit, OK par rapport à ça. Et ce qui était bien, Ça arrive sur le compte bancaire de, la coopérative, c'est ça, hein? OK, d'accord. alors sur le compte bancaire de la coopérative, mais chacun avait son compte bancaire à lui, personnellement. Donc en fait, on avait un compte, j'allais dire, professionnel sur lequel bah, voilà, du coup, on avait notre propre, par contre, c'est vraiment séparé, hein, même si c'est le portage qui porte, chacun est séparé dans son activité, sa trésorerie, sur cette partie-là. C'était bien, c'est parce qu'en fait, il avait un système aussi, c'est que si tu avais atteint ou tu atteignais, un certain chiffre d'affaires, bah, forcément tu diminuais, le pourcentage qui était donné à la fin du mois. En fait, c'était un proactive, je sais plus comment on dit, par rapport à ça. OK, et donc là, si tu parles au passé, j'imagine que tu n'es plus dans la coopérative, c'est ça? Non, je suis passée, donc depuis 2023 en statut, du coup SASU. Parce que, bah, bien évidemment, j'ai eu, l'expérience et l'expertise qui m'a donné l'opportunité de pouvoir passer en statut SASU. Et tu réalises aujourd'hui, tu fais toujours les mêmes missions ou alors tes missions ont évolué? Alors ils ont évolué, c'est ce que je disais pour reprendre un peu mon historique et mon histoire de cette vision que j'avais. En fait, je voulais créer vraiment un écosystème, comme je l'ai expliqué, où on change un peu le regard, du métier de consultant, et surtout du cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je vois beaucoup d'entreprises qui restent frustrées parce que, en fait, on m'a dit: «Voilà, j'ai dépensé tant», donc des sommes, astronomiques, pour, un cabinet de conseil ou pour une expertise, mais, bah, en fait, ça fait 2 ans ou pour un outil quelconque, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait quelques mois et il y a aucun résultat. Et je leur dis: «Mais en fait, est-ce que vous êtes sûr que ce problème, enfin, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ce problème, sur lequel vous avez besoin de des compétences?» Et là, ils me regardent, ils me disent: «Bah oui». Mais, qui vous l'a expliqué? Et en fait, il y a personne qui est en mesure de pouvoir, même le consultant, et ce qui est normal parce que c'est la vision aujourd'hui qu'on a d'un consultant, c'est qu'on va directement à l'opérationnel sans pour autant chercher c'est quoi les conséquences et c'est quoi la racine de la problématique. Donc l'analyse complète, on va dire, j'allais dire de l'ADN de l'entreprise avec son existence sur cette partie-là. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Comment je peux m'y prendre pour non seulement, bah, OK, intervenir dans cette partie urgence, donc dans l'entreprise, mais pas que. C'est-à-dire de leur faire comprendre que, si ça arrive et ça arrive de manière répétée, il faut pas le penser avec un pansement, donc c'est-à-dire avec un consultant qui va venir, dire: «OK, c'est bon» et il va faire son travail, mais de chercher la cause et bah, de venir faire un plan d'action qui va être beaucoup plus grand et donc de faire durer l'entreprise dans le temps avec, justement une croissance, mais qui va aller au rythme de l'entreprise, une rentabilité bien évidemment qui va être, personnalisée par rapport à ce qu'a besoin cette entreprise en particulier et un accompagnement auprès du dirigeant pour qu'il comprenne, cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui ça va être de plus en plus difficile, j'allais dire avec, tout ce qui est, nouvelles technologies et cetera. Heu, Tout a été transformé, donc j'ai un peu revu cette partie-là et j'ai remis un peu d'actualité la partie RSE parce que pour moi, elle a encore, hein, beaucoup malheureusement, mis à la trappe et donc j'ai allié, cette partie, consulting et la partie formation où encore une fois, la partie formation où je déteste le fait de voir que pour, les yeux de tout le monde, la formation, c'est je reste assis derrière une chaise ou alors, je fais un e-learning mais j'apprends rien. Je voulais vraiment le rendre opérationnel et pas seulement, spectateur, on va dire, de la formation, mais vraiment être acteur. C'est-à-dire que c'est pas seulement une formation. Il faut savoir qu'une formation, c'est, d'assurer et d'assurer, on va dire, le
la suppression de l'écart de compétences pour justement monter en compétences. Mais dans le monter en compétences, il y a tout l'aspect, j'allais dire, un peu plus humain, c'est-à-dire la conduite du changement. Et ça peut faire peur, puisque la conduite du changement, on l'applique en psychologie comme des phases de deuil. Donc ça aussi, il faut pouvoir accompagner la personne et pas seulement de juste la monter en compétences et on l'abandonne entre guillemets, allez débrouille-toi avec ça, c'est bon, moi j'ai fait ma part de travail. Non, je voulais vraiment quelque chose de 360 qui me ressemble d'ailleurs, puisque du coup je suis quelqu'un qui est vraiment comme ça. Et je voulais vraiment le donner, donc tout ce que j'ai appris de mes défis en tant que maman ou autre, parce que je suis pas encore revenue sur cet épisode-là, mais mes défis, on va dire, plus personnels, qui m'ont touchée tout au long de ma vie, de le dire que dans les entreprises, c'est un peu pareil et que je suis, apte parce que je suis passée par là, et j'ai beaucoup travaillé cette analyse, j'ai beaucoup travaillé avec mes expériences. J'ai quand même 15 ans d'expérience dans des grosses structures, donc c'est pas rien. Donc ce qui m'a permis de vraiment, pouvoir, donner des billes et accompagner le dirigeant vraiment à cette partie-là, de pouvoir dire: «OK, c'est possible déjà» et de pouvoir, se transformer, d'où le nom, Mind and Pulse. C'est vraiment de pulser l'entreprise vers une vision, voilà, qui lui correspond, personnellement, quoi. Alors ça tombe bien que tu parles, de cet épisode-là, sur lequel on n'est pas encore, revenu. À quel moment finalement ton enfant est arrivé? Alors, moi, j'ai été bousculée. Alors, ma vie, c'est une montagne russe. En fait, bah, du coup, suite à cet épisode, je voulais vraiment savoir si je pouvais retomber enceinte ou pas, parce qu'effectivement, je voulais pas rester sur cette, j'allais dire, pas échec parce que j'aime pas ce mot, mais sur, cette «mauvaise expérience» entre guillemets, qui m'a beaucoup appris, hein, d'ailleurs, c'est pas, en soi une négatif et en fait, finalement, après toutes les multiples recherches et analyses et cetera, on m'a annoncé, que je ne pourrais jamais plus retomber enceinte. C'est-à-dire que j'étais vraiment stérile et que donc du coup, il fallait que je fasse le deuil de devenir maman. Donc ça a été très compliqué à gérer puisqu'effectivement c'est arrivé en voilà, c'est encore un deuil à affronter. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des phases de deuil. Je sais tellement sur quelle phase passer. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon projet professionnel, donc entrepreneurial, mon bébé. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis partie mentalement sur un truc, où je pensais qu'au travail, H24 et je me suis enfermée sur cette partie-là, vraiment totalement, quoi. C'est-à-dire, je pensais matin, midi, soir, entreprise, comment je développe, chercher des clients et cetera et donc à ce moment-là, c'est comme j'ai dit, ça tombait en pleine période de covid, mais c'était la deuxième vague et justement, j'ai été sollicitée sur beaucoup de missions et des missions qui sont quand même importantes, donc des gros clients qui commençaient à venir, me voir et finalement, de fil en aiguille, j'étais un peu, fatiguée, mais sans plus, voilà, je me disais: «C'est la charge de travail» et cetera et là, il y a mon mari qui me dit, «Fais un test de grossesse». Je dis: «Mais» voilà, encore une fois, je suis partie en j'étais un peu énervée, je me suis dit: «Bon, je vais l'engueuler, je vais lui dire: "Mais, tu te rends pas compte de ce que tu fais, c'est pas possible" et cetera et cetera. Il me dit: «Crois-moi, fais un test de grossesse». Donc j'achète, enfin, comme ça, en fait, de manière, un peu inconsciente, dedans le paquet, il y en avait 3. Et le lendemain, en fait, j'avais un audit qui était super important, donc notamment avec, bah, du coup, la coopérative, puisque du coup, on passait l'audit, Calliope au sein de la coopérative et j'étais l'une des «référentes» entre guillemets et je devais, bah, du coup, former les personnes à l'intérieur, sur notamment les notions du handicap par rapport à Calliope et cetera. Du coup, voilà, je me suis réveillée à l'aube, à 5 heures du matin et je me suis dit: «Bon, je vais lui faire ce test de grossesse comme ça, voilà, il va me lâcher, l'affaire» et en fait, finalement, par surprise, le test de grossesse positif. Donc là, j'ai refait le deuxième et le troisième était encore positif. Donc là, ça a été, chamboulement total, chamboulement total. Là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Comment je fais?» parce que sachant que, quand, enfin, le médecin m'avait dit, également, «Si jamais c'est le cas, va falloir que tu aies un protocole, très précis de médicaments, de suivi et cetera. Donc il faudra que tu viennes tout de suite en urgence à l'hôpital».
Étant donné que le test quand même était vraiment positif, mais tout de suite, je me suis dit: «Je pense que je dois être, vraiment avancée» parce que c'était pas le cas, ma première grossesse et donc du coup, on est parti en urgence, malheureusement, donc si Pauline de la coopérative passe par là dans le podcast, c'était, pour ça que j'ai pas pu, du coup, venir à l'audit. Je suis partie aux urgences directement et effectivement, là, je suis tombée des nues puisque j'étais, voilà, à quasi 3 mois de grossesse, 3 mois et demi. Donc en fait, j'ai fait un vrai déni de grossesse et tout le monde était content sauf moi. Là, je me suis dit: «OK, il faut que» j'ai dit à mon mari: je m'attends à ce que je perde un cancer cet enfant». Parce que du coup, on arrivait, la même fois, j'ai perdu ma fille à peu près 5 mois de grossesse. Donc du coup, je me disais: «Bon, ça va être la même chose pour, cette grossesse-là». Donc il faut pas que je me projette dans ça et donc j'ai fait comme si de rien n'était. Donc c'est-à-dire vraiment je vivais ma vie et j'ai dit à mon mari, je le dis à personne, «Tu fais rien, voilà, tu fais comme si c'était, pas le cas». C'était très dur pour lui parce que du coup, en fait, il m'a dit: «Pourquoi tu te mets dans ça, dans cette pression-là?» Je dis: «Non», donc du coup, j'ai continué à faire le travail et cetera. Il y a eu double suivi puisqu'effectivement, il fallait que je suive, dans l'Oise et je suis partie j'avais mon gynécologue qui était, en Île-de-France, donc je faisais des allers-retours avec double suivi et arrive un moment donc la même période à laquelle, j'ai perdu ma fille à peu près, donc examen de suivi, échographie et là il me dit, «Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il va falloir vous opérer». Là, ça a été très compliqué à gérer. Je lui dis: «Bon, combien de temps à peu près?» Il me dit: «Non, mais là, c'est tout de suite, maintenant». Sauf que moi, j'avais, du coup, tous mes clients qui attendaient, je devais livrer, j'avais des audits, j'avais des formations aussi à faire. Donc j'ai fait, du coup, mon opération. Je devais avoir un cerclage parce que du coup, mon col commençait à s'ouvrir. Donc là, ça a été très compliqué puisque du coup, on m'a dit: «Après cette opération, il va falloir que tu restes, pas alitée, mais comme une vieille de 80 ans, c'est-à-dire vraiment, tranquillou pépérou». Et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, c'est c'est pas possible, je peux pas le faire comme ça». Donc heu, je continue, j'ai l'opération. Comme moi, je peux pas avoir de péridurale, j'ai dû faire l'opération avec l'anesthésie générale. On me garde en surveillance. Malheureusement, en fait, pendant, l'opération, j'ai perdu, un peu de sang, donc on m'a dit: «Il faut vraiment surveiller cette partie-là» et donc je suis rentrée chez moi et effectivement, au bout du 4e jour après l'opération, j'ai eu une très, très grosse hémorragie. Donc ça a pas arrêté de saigner, et du coup, je suis repartie à l'hôpital et là, en fait, on m'annonce que: «Félicitations, vous avez un garçon», mais je voulais pas le savoir comme ça parce qu'en fait, c'était vraiment comme la première. En fait, j'ai eu une très, très grosse hémorragie, qui ont réussi à le stabiliser, donc j'ai dû avoir une deuxième opération et là, en fait, on m'annonce que, effectivement, je suis descendue à 7 d'hémoglobine, donc c'est un peu, j'allais dire presque grave, et que là, on sait pas. Là, on sait pas, si ça va tenir ou pas. Il faut vivre heure par heure, voire jour par jour, jusqu'à arriver à un terme minimal et encore, le terme il est voilà, jusqu'à 24 semaines. Donc là, j'étais à peu près à, 18 semaines d'aménorrhée à peu près. Donc voilà, ça a été très difficile à vraiment très difficile à tenir et en fait, ça a été compliqué parce que, du coup, j'ai des clients qui m'attendaient, et là, j'ai dit: «Comment je fais, en fait? Je pourrais pas, faire comme si de rien n'était». Donc c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à annoncer aux gens que j'étais enceinte, parce que du coup, donc c'était un peu tardif, mais bon, voilà et j'ai dit à mes clients: «Bon, voilà la situation, je vais pas vous mentir, je suis transparente avec vous, ça va être compliqué. Moi-même, je ne sais pas, les médecins ne savent pas. Est-ce qu'on peut le faire différemment?» Donc là, c'est à partir de là où je leur ai dit: je suis en capacité de pouvoir le faire». Normalement, non, j'étais pas censée le faire, mais voilà. Mais je vais le faire de manière allongée et complètement en distanciel, Donc ça, c'était pour la formation ou pour le consulting? les 2. Les 2. OK. Donc consulting, ils ont un peu voilà, ils ont dit: Ça peut ne pas fonctionner parce que, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire tout en distanciel».
Donc on a trouvé un terrain d'entente pour la partie consulting pardon, c'est que je fasse une partie et il y a une personne qui quand même arrive sur place pour faire une autre partie. Donc on était en j'allais dire, co-consulting et co-construction, donc ça a été bien. Et puis à un moment donné, voilà, ils m'ont dit: «Bon, prenez soin de vous, c'est en priorité». On a stoppé, on a dit dès que, «j'accoucherai» entre guillemets, j'allais reprendre, avec des dates précises, du coup, moi, la partie conseil. Et la partie formation, je l'ai fait complètement allongée et je remercie vraiment les personnes qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir continuer parce qu'en fait, ça a été ma bouffée d'oxygène pendant tout ce temps, où je devais rester, comme une vieille mamie, comme disait mon gynécologue, de 80 ans, pour pouvoir poursuivre en fait la grossesse, qui a été difficile à la fois psychologiquement parce que, pour moi, je m'attendais à chaque fois, d'avoir, encore une fois une hémorragie, de perdre le bébé et finalement, voilà, du coup, coûte que coûte, même à l'hôpital, j'ai travaillé même s'il y avait pas de réseau et cetera. Ça a été difficile, rigolo d'ailleurs, on en reparle avec mon mari parce que du coup je lui disais: «Mais sors-moi» parce que j'avais pas le droit de marcher. «Sors-moi, je dois envoyer un mail et cetera, il y a pas de réseau». Du coup, on sortait à l'hôpital, il me disait: «OK», il y avait les infirmières derrière, ils me disaient: «Il faut retourner madame, voilà, Azouz, il faut retourner en chambre» et cetera. Donc je retournais en chambre et j'ai été hospitalisée comme ça, pendant plusieurs, mois, surtout avant la naissance de mon fils. Du coup, parce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de contractions, et que, on savait pas si ça allait arriver ou pas. Finalement, 3 jours après mon anniversaire, comme ça, j'ai perdu les os et le travail avait commencé. Donc est né mon fils. Donc encore une fois, du coup, j'ai pas pu enlever le cerclage, ce qui m'a posé problème. Donc ils m'ont dû faire une césarienne du coup, anesthésie générale. Et en fait, comme j'ai pas vu mon fils, ça a été très compliqué à gérer et a commencé l'instinct de la maman parce que du coup, tant que je n'avais pas vu mon fils, en fait, je me suis relevée directement après l'anesthésie générale, et du coup, après une césarienne et tout le monde me regardait avec des grands yeux en me disant: «Mais madame, vous venez de faire une opération là?» Je dis: «Oui, mais tant que j'ai pas vu mon fils, c'est c'est terminé» et cetera. Donc voilà, donc du coup a commencé, j'allais dire, mon travail de maman. Qui a été un peu difficile parce que, forcément on perd les repères, il y a le postpartum qui arrive derrière, il y a tout ce qui est descente des hormones, qui me en fait, qui me stimulait, j'allais dire pas mal pendant la grossesse et autre chose, c'est que moi, comme je pensais perdre, j'ai pas du tout aménagé, la chambre, j'ai rien acheté, pas de vêtements ni rien et comme c'était venu un peu, manière un peu par surprise, j'avais rien préparé. Donc pas de vêtements, rien du tout et heureusement que, du coup, ma famille, mes amis, sont venus, tous avec des cadeaux. Enfin voilà, ça a été, en plus, il était tout petit parce que du coup, il faisait 2 kg 600 et quelques et donc il faisait un peu même du 0 mois, c'était un peu grand pour lui. Donc ils m'ont ramené, voilà, tout plein de choses, pour lui. Donc ça a été, une grande découverte. Après, il y a eu l'allaitement, sur cette partie-là et du coup, il y a eu aussi l'expérience. Donc en fait, ça a été délicat parce qu'en fait, même à l'hôpital, j'ai j'ai été face en fait, il vomissait beaucoup et tant qu'il prenait pas de poids, il voulait pas me laisser sortir. Sauf que moi, j'en pouvais plus. En fait, ça faisait 3 mois que j'étais à l'hôpital. C'était très stressant pour moi et de voir mon bébé ne pas grossir, être anxiogène. À partir de ce moment-là, je me suis promis de pas, rejeter ma pression et mon stress que j'avais à la fois de l'entreprise et d'une manière générale sur lui. Parce que je savais que ça jouait beaucoup, sur ça. Donc du coup, c'était ça le déclic, on va dire, sur cette, partie, maman entrepreneur, j'allais dire, entre guillemets. C'est que je voulais pas, refaire sentir le stress que j'avais en moi toute cette partie-là à mon fils. Donc je me suis vraiment, mis dans un cocon, et j'ai essayé de vivre le plus possible, heu, avec tous les souvenirs qu'il en est, cette, maternité, avec mon fils, à la maison. Pendant tout ce temps, du coup, tu avais quoi? Tu avais une prévoyance, une mutuelle? Comment tu faisais pour, qu'est-ce qui a pris le relais au niveau de En fait, c'est ce que je disais, c'est la
l'avantage du portage salarial, c'est qu'on est quand même avec un statut comme salarié. C'est-à-dire qu'on avait, toute la partie justement assurance maladie. Mon mari travaillait à l'époque, donc oui, en tant que salarié, il avait juste changé d'entreprise entre-temps, mais du coup, il avait la mutuelle, pour moi, en l'occurrence, et la mutuelle pour, notre fils. Donc du coup, heureusement, parce que vraiment, ça a été, très long. Moi, j'ai fait pratiquement, ouais, 3 mois à l'hôpital, plus des allers-retours, des examens très poussés, parce qu'effectivement, voilà, j'étais en grossesse à risque, plus, donc forcément, tout ça, heureusement que du coup, heureusement, j'ai été restée dans ce statut, entrepreneur salarié, par rapport à ça. Donc en fait, c'est la CPAM qui te versait, les indemnités et tu continuais quand même à générer du chiffre d'affaires vu que tu disais que tu Oui, travaillais à l'IT tout ça, mais tu c'est pouvais ça. pas toucher ton salaire, c'est ça, hein? Je crois qu'il y a un truc En fait, si, mais pas tout de suite, en pas fait, pendant si? et en fait, c'est comme je bénéficiais encore du Pôle emploi, parce qu'en fait, j'étais dans mon ancien travail, donc cabinet de conseil, j'avais encore 5 ans enfin, j'ai travaillé pendant 5 ans, donc je bénéficiais du salaire de Pôle emploi. Je touchais pas au salaire de ce que je générais en termes de chiffre d'affaires, mais je touchais le salaire du Pôle emploi, enfin de France, Travail aujourd'hui. Mais du coup, comme j'étais là en arrêt maladie, puisque du coup j'étais en arrêt maladie et en congé entre guillemets maternité, c'était là la problématique, c'est que comme c'était un statut particulier qui était pas connu par le CPAM, pas connu par le Pôle emploi à l'époque, donc France Travail, ça a fait ça a fait un arrêt en fait total j'allais dire de mon salaire, pendant au moins une période de 6 mois. Parce que en fait, ils comprenaient pas. En fait, tout le monde se relayait un petit peu la balle en disant, «Non, c'est pas moi, c'est un tel, il faut prendre rendez-vous un tel». C'était un cercle vicieux à chaque fois, et comme moi, bah, du coup, je pouvais pas trop, me déplacer, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est très compliqué. Déjà quand hem, je sais pas si c'est de manière globale, mais en tout cas de ce que j'ai pu observer quand j'étais enceinte, quand on est enceinte, on a l'impression d'être, vu un peu comme, «Oui, mais tu es enceinte, tu es pas malade». Ah oui, mais bon, voilà quoi. Quand on est enceinte, il y a quand même le poids du bébé, il y a quand même, toute la partie derrière et cetera. En plus de ça, moi, bah, il y a, forcément mon handicap et ma maladie qui jouaient aussi sur cette partie-là. Donc je leur ai expliqué que je pouvais pas me déplacer et qu'en plus j'étais en grossesse à risque, donc je n'avais pas le droit de me déplacer. Ça a été très compliqué d'avoir quelqu'un, ne serait-ce qu'au téléphone, donc il fallait toujours se déplacer, et bon, du coup, j'ai mis un peu en stand-by, heureusement, et c'est pour ça que je disais que l'importance d'avoir aussi une stabilité, d'un point de vue personnel, parce que, derrière, s'il y a pas de stabilité, c'est très compliqué de pouvoir gérer ce genre de situation, que dans l'entrepreneuriat, on peut avoir, tout le temps, quoi. Donc heureusement que derrière, il y avait, quand même, une rentrée d'argent de la part de mon conjoint qui était, heureusement, parce que, bah, du coup, j'ai dû attendre, jusqu'à la naissance de mon fils et reprendre donc l'arrêt de ma fin de mon congé maternité, qui en plus pour moi était, prolongé, parce que du coup, c'était un peu, une grossesse à risque avec un suivi. Comme j'ai eu un cerclage, en plus j'ai eu une opération et une césarienne, et en plus de ça derrière j'ai développé, bah, voilà, d'autres choses, malheureusement, donc voilà, j'ai été suivie quand même assez, pas mal là-dessus derrière, quoi. OK. Et alors là, bébé arrive, donc là finalement tu as ton entreprise plus bébé qui est arrivé. Exactement. Comment tu as géré ça, l'arrivée de bébé avec ton entreprise? Et aussi, deuxième question, c'est au jour d'aujourd'hui, quel âge a ton enfant et comment tu gères? Donc en termes d'organisation, là, on veut vraiment savoir les coulisses de ton organisation depuis la naissance de bébé finalement. Alors, sans spoiler, on cherche toujours l'équilibre, hein. Ça a été très, très difficile puisqu'effectivement bébé arrive. Là, bah, bien évidemment, les organismes avec qui j'ai signé les contrats pour la partie conseil, ils peuvent plus attendre, ils vont pas attendre indéfiniment. Donc là, je me dis: «Bon, il faut que je reprenne». Entre-temps, j'ai eu aussi une grosse opportunité de travailler avec un très, très gros client,
mais avec beaucoup de déplacements. Et là, je me suis dit: «Comment je vais faire pour gérer tout ça?» Sachant qu'en plus, bah, du coup, mon mari, il avait double, j'allais dire pression, puisqu'effectivement, il a vu sa femme, entre guillemets, dans une situation un peu compliquée. Il y a eu une première grossesse où il a perdu sa fille. Et là, de dire, bah, je vais me retrouver seule avec également un petit bébé qui, en plus de ça, était pas très, voilà, c'est un petit bébé qu'il fallait quand même suivre. Euh, Heureusement, fort heureusement, il va très très bien et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il fallait quand même, il y avait un suivi aussi par rapport à lui. Du coup, je me dis: «Comment je vais faire?» Là, tout s'est enchaîné, et j'ai dit: «Bon, bah, de toute façon, je suis obligée, il faut que je reprenne». Sauf qu'en fait, là, on m'a mis un stop. On m'a dit, réglementairement parlant, en France, on n'a pas le droit de reprendre après, au moins après 6 semaines après l'accouchement. Sachant que moi, j'ai eu une césarienne, donc c'était repoussé à 12 semaines. Donc du coup, je dis: «Mais comment je vais faire?» Sachant que j'avais la pression, hein. Tous les jours, il y avait des appels, il y avait, des mails, il y avait tout ça et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir en fait, c'est impossible». Et bah, finalement, heureusement j'avais ma mère et mes parents et mes frères et sœurs qui pouvaient le garder. En plus, c'était, un bébé et c'était le premier des derniers, des frères et sœurs. Donc du coup, tout le monde, voilà, le voulait le garder et cetera. J'ai essayé de trouver l'équilibre. Ça a été très difficile, parce qu'en fait, je pouvais pas faire l'aller-retour à systématiquement Île-de-France, Île-de-Françoise, notamment pour la fatigue et cetera. Je pense que le stress a joué sur l'allaitement puisque du coup, j'avais plus du tout de lait, vers, bah, la fin, enfin, début des 3 mois, donc quand j'allais commencer à pouvoir travailler. Et donc du coup, bah, c'était très compliqué, donc on est passé au biberon, mais le biberon, il a fait une allergie, au lait, donc on a dû changer au moins 9 fois de lait avant de trouver le bon lait. Donc du coup, je l'ai laissé à ma mère pendant un temps donné, donc pour, un petit peu, voilà, pour, une personne de confiance parce que, bah, forcément comme c'était un déni de grossesse et en plus de ça, je voyais pas forcément, jusqu'à la fin de la grossesse. Je me suis dit: «Jamais je vais pouvoir, comment dire? Trouver une nounou», on va dire, à ce moment-là, et c'était le cas. Donc la crèche aussi, ça a été difficile. Donc du coup, c'était ma mère qui le gardait, donc ma mère, ma sœur, des fois ma belle-mère. Enfin voilà, il y a eu, un petit, mouvement de la famille qui me gardait, bah, du coup le mon fils de 3 ans aujourd'hui, il a 3 ans. Et ça a été difficile parce que non seulement je culpabilisais, parce que je me suis dit: «Bah, en fait, toutes ces années, tu voulais un enfant, tu l'as eu et finalement là, tu es au travail». C'était très dur à gérer, sachant que même en entreprise, j'avais, enfin quand chez le client, j'avais des réflexions du type: «Ah mais c'est pas trop dur, il a quand même 3 mois, c'est difficile, mais comment tu fais? Est-ce que tu l'allaites?» Ça a été une période assez, j'allais dire, très difficile psychologiquement, à tenir parce que, bah, forcément il me manquait. Je me suis dit: «Je vais jamais avoir cette, enfin ces liens, avec, bébé, dès la naissance». Le papa aussi à côté, bah, il avait du mal parce que forcément, comme je le laissais à ma mère et que c'était en Île-de-France, bah, il pouvait pas faire aussi l'aller-retour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on le voyait, pratiquement presque que le week-end. C'était une courte période, mais ça a été, bon après je sais, hein, c'est une personne de confiance, il y a pas de souci pour ça et cetera. Il était très bien avec un écosystème très, très bien. Mais bah, forcément ça a été très dur à gérer. Il fallait que je fasse des choix. Je pouvais pas reculer parce que, bah, forcément, au niveau entreprise, j'ai donné mon engagement sur des prestations, donc je pouvais pas tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Au bout d'un moment, j'ai eu le déclic et c'est pour ça aussi que j'ai basculé vers la partie, SASU et que j'étais plus dans la partie, j'allais dire, coopérative puisqu'en fait, cette culpabilité, accumulée avec la charge de travail qu'il y avait derrière, sur le fait que, bah, je faisais des allers-retours permanents avec mon fils et cetera. J'ai dit stop. En fait, j'ai dit stop parce que, en fait, c'est même pas moi qui ai dit stop, c'est mon corps. J'ai eu plein de maladies possibles et inimaginables. Ça a été très dur, à gérer au niveau moral, et mon corps me l'a fait sentir. Et donc du coup, j'ai dû, même les médecins m'ont dit: «Voilà, il faut trouver, une autre solution». Enfin voilà, faut voir les choses. Et
professionnellement, c'est bizarre à dire, mais j'étais pas encore en fait, j'étais plus voilà, même si j'étais sortie du salariat, j'avais ce côté un peu indépendant et cetera. Je suivais les mêmes, démarches que Règles. quand j'étais au salariat. C'est-à-dire quand on est en freelancing ou avec des contrats de prestation comme ceux-ci, c'était pareil. Donc ça fallait être dans l'opérationnel et j'avais pas cette opportunité de pouvoir suivre vraiment, les enjeux pareils. Donc il y a eu un basculement, on va dire, par rapport à ça et je me suis dit: «Bon, bah, je vais, là je peux pas, en fait, je peux pas tenir». Donc j'ai arrêté, on va dire, l'activité pendant un bon moment. J'ai arrêté l'activité pour me retrouver et me recentrer avec mon fils parce que j'en avais besoin. Et suite à ça, bah, du coup, on a trouvé la crèche, donc on est allé palier par palier pour essayer de faire des petites, enfin des demi-journées et cetera et je me suis dit: «Bon, essaye de réfléchir à une autre stratégie Myriam et de t'approcher à quelque chose qui va te rendre plus libre et de faire un écosystème, j'allais dire où tu te décharges, pas complètement parce que c'est pas possible dans mon métier, mais que tu décharges au moins une grande partie de l'opérationnel pour, avoir cette maîtrise-là, de prioriser, bah, du coup mon fils parce que ça a été, je l'appelle mon étoile parce que vraiment ça a été, il m'apprend de jour en jour en fait. C'est ce que je vais dire même aux entrepreneurs, aux mamans entrepreneurs qui veulent se lancer. Bah, un enfant, c'est pareil qu'une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image, des fois, on a une vision. On va se projeter sur quelque chose, mais en fait, un enfant, c'est jamais linéaire. Ça va être des bas, ça va être des hauts, ça va être les dents, ça va être la marche, ça va être les microbes, ça va être des moments de joie, des moments où, en fait, on avait prévu quelque chose et finalement, c'est tout l'inverse qui va se passer. Et finalement, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on a des objectifs à atteindre, mais voilà, on fait en sorte, en tout cas moi c'est ma vision. Je fais en sorte dans mon quotidien de d'amener ma charge de travail et mon organisation, donc mon business model, heu, de façon à ce que je puisse quand même avoir des temps libres et de faire ce que je veux. C'est-à-dire de pouvoir, bah, accomplir, tout ce que je veux avec mon fils. Par exemple, là, bah, là, demain, mercredi et jeudi 1er mai, je vais emmener mon fils avec moi au travail, je vais lui montrer des choses et cetera. Enfin voilà, il est très curieux en plus d'ailleurs pour ça. Donc, c'est, c'est toute une autre stratégie que j'ai mis en place pour justement, me rapprocher de ma vision, à la fois professionnelle et aussi de ce rôle de maman que je n'ai pas envie de négliger, en fait et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis partie aussi du salariat, même si on a eu un arrangement à l'amiable. C'était aussi pour ça, c'est-à-dire que de plus me retrouver, à devoir quitter la maison H24 et de pas pouvoir, bah, faire ce que je veux avec mon fils, quoi. Ouais, donc finalement, toi, tu as quitté le salariat, tu as commencé l'entrepreneuriat via une coopérative, voilà, mollo mollo. Et finalement, tu t'es retrouvé dans le même schéma Oui, de c'est ça. salariat déguisé, hein, finalement. Et puis là, il y a eu une rupture, donc tu as fait vraiment une réelle rupture, tu as une remise en question. Et alors, c'était en quelle année, combien de temps a duré finalement ta remise en question et à partir de quand est-ce que tu as ouvert ta SASU? Alors, ma remise en question, elle s'est faite, fin 2022 parce que, bah, effectivement, en plus, bah, ça approchait, à grands pas, c'est-à-dire qu'il commençait à en fait, le premier anniversaire de mon fils, je sais pas pourquoi, ça m'a fait comme un choc. En fait, je me suis dit: «Ça s'est passé à une vitesse, très, très folle et je n'ai pas profité, en fait». Ça m'a vraiment, marquée parce que du coup, en plus, mon fils a fait beaucoup de choses en avance, c'est-à-dire qu'il a marché, naturellement, presque à voilà, tout début de son 9e mois. Il a fait toutes ses dents avant, son 10e mois pardon, donc en fait, ça a été très, très rapide et c'est pour m'ouvrir les yeux, je pense, sur, cette partie-là où, en fait, il va grandir et toutes ces années-là, tu vas les regretter. Et là, ça m'a fait un double électrochoc en disant, en fait, j'ai cette chance-là de l'avoir eu, alors qu'il y a des mamans qui malheureusement, bah, voilà ou des parents en tout cas de manière générale, qui veulent avoir un enfant et qui n'y arrivent toujours pas. Donc du coup, voilà, j'ai eu un peu cet électrochoc. Par contre, comme j'ai dit, entre ce temps-là et le laps de temps, en fait, derrière,
j'étais engrainée par un pilotage automatique. En fait, finalement, c'était comme j'ai dit, hein, j'ai un contexte un peu particulier, donc pour moi, c'était un repère d'avoir des gros clients, d'avoir cette entreprise, parce que c'était sur ça sur lequel je me suis basée pour pouvoir me sortir un peu de cette, entre guillemets, dépression et ce traumatisme par rapport à ma première grossesse. Donc du coup, voilà, mon corps en fait était dans un cercle vicieux qui fait que émotionnellement, ça m'a un peu traumatisée et troublée. Du coup, je me suis dit: «OK, là reprends-toi, essaye de faire en parallèle quand tu peux, une autre formation sur justement apprendre à comment vendre, à comment sortir une offre, à refaire des activités, mais par toi-même». C'est-à-dire vraiment, tout réapprendre de l'entreprise, du business model et de l'idée que j'avais au départ. Parce qu'effectivement, je m'étais un peu perdue par rapport à ça, parce qu'encore une fois, je cherchais une certaine stabilité, notamment en étant maman, de devoir gérer, cette partie où je dois tout faire et cetera. Autre chose que j'avais pas dit, mais effectivement, on m'a pas dit que je pouvais faire des nuits blanches, et que j'allais plus avoir cette énergie que j'avais au tout début. J'étais plus seule et là, il fallait que j'ai le rôle de femme, entre guillemets, hein, avec mon mari, le rôle de mère, le rôle de chef d'entreprise également, parce que même si j'étais en statut d'indépendante salariée, il fallait que j'ai tout ça en pression. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je vais jamais y arriver» et je suis en train comment dire? De sombrer dans un état de santé qui est pas bon, ni psychologiquement, ni pour, physiquement et ni aussi pour mon fils, ni pour l'équilibre, perso, en fait. Je suis en train de le perdre petit à petit, donc là, j'ai commencé à poser, petit à petit les bases. Donc voilà, j'ai fait quelques petites formations de copywriting, également sur la partie où justement j'ai repris ce qu'on appelle l'ikigai, je sais pas si, tu connais? Voilà, de dire voilà, réellement, qu'est-ce que tu peux entreprendre, mais toi, il faut vraiment que j'ai cette assurance et là, à un moment donné, mon mari m'a dit: «Mais écoute, tu vas pas enfin voilà, c'est bon, tu es prête, saute le pas, heu» T'as les clients qui te suivent, t'as l'expertise, tu tes compétences et cetera. Saute le pas, voilà, saute le pas pour pouvoir, créer ton entreprise et tu verras bien, tu verras que tu seras même étonné par rapport à ça, quoi. Donc du coup, j'ai sauté le pas, heu, officiellement, en mars 2023, mais j'ai quand même donné un temps de latence. C'est-à-dire que effectivement, en fait, entre 2023 où j'ai créé l'entreprise et là, tout récemment, c'est-à-dire juin 2024, je me suis laissé le temps de vraiment, faire une stratégie qui va répondre potentiellement à la fois aux besoins du marché, mais aussi avec la vision que j'ai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'incarne, parce que je le dis pour les autres dirigeants, il fallait moi-même que j'incarne, qu'est-ce que je voulais apporter au travers de mon entreprise. Donc ça a été, longue réflexion et aussi, des ajustements et beaucoup d'investissements puisqu'effectivement, voilà, ça se crée pas comme ça. Avec la vision que j'ai, je voulais avoir vraiment tout l'écosystème qui, pouvait, me faciliter là-dessus, sur ça, quoi. Donc là, ça veut dire que pendant, ces quelques mois, tu as pas rentré de chiffre d'affaires dans ta SASU, c'est ça? Non. OK, donc tu t'es vraiment concentrée sur ta vision, tu as reposé les bases, les fondations et cetera et tu parlais d'investissement. Est-ce que tu peux dire, à l'audience, du coup, quel est le montant de l'investissement que tu as fait? Beaucoup. Entre les formations, tous les outils, donc site internet, d'autres outils que j'ai mis en place pour automatiser justement ces tâches-là pour que ça soit, moins opérationnel et cetera. Je pense que ça s'élève à ouais, plus de 20 000 €, voire même 30 000 € d'investissement par rapport à ça, quoi. Même plus. OK. Toi, du coup, tu as un organisme Calliope aussi? Alors presque. Justement, je l'ai mis en stand-by parce qu'en fait, cette question de branches, je pouvais pas tout gérer. C'est-à-dire que quand tu lances, une activité, il faut vraiment ça demande beaucoup de temps, de réflexion, de stratégie et je voulais vraiment quelque chose de, harmonieux. Donc j'ai mis en stand-by la partie Calliope, pour pas tout gérer à la fois. En fait, j'ai fait la bêtise parce que j'ai pas envie de mentir aussi sur ça, de vouloir tout faire.
et surtout de dire: «C'est bon, je suis capable de pouvoir le faire». Sauf qu'en fait, le rôle de maman m'a rappelé, et m'a donné une vraie claque de plein fouet, en me disant: «Non, calme-toi, tu vas pas tenir». Et surtout, j'étais vraiment fatiguée, enfin pas fatiguée dans le sens où, je pouvais pas et j'étais pas en mesure de pouvoir le faire. C'est que j'allais pas donner, 100 de mes capacités, et surtout que, il y avait, quoi qu'il en soit, un domaine ou une personne qui allait être rejetée à un moment donné parce que je pouvais pas me concentrer, sur tout. Et donc je me suis dit: «OK, donc mets en stand-by la partie formation, concentre-toi sur, ton expertise déjà de base, qui est, la partie conseil sur la partie ingénierie, sur la partie stratégie d'entreprise, structuration d'entreprise et la partie RSE». Et une fois que ça, c'est acté, parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose de assez costaud, en fait, ça va être très facile la partie «formation» entre guillemets, parce que c'est juste, un domaine très spécifique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, ça commence à prendre pour la partie conseil, et là, je suis en train de mettre en place la partie formation avec l'organisme de formation. Du coup, est-ce que tu peux partager, les offres aujourd'hui que tu vas proposer ou alors que tu proposes peut-être déjà? Comment tu t'es restructurée? Qu'est-ce que tu est-ce qu'on peut, si on a envie de faire appel à Myriam, c'est dans quel domaine, dans quelle activité? Alors, mes clients m'ont appelé, et je pense que c'est un très bon nom, Docteur Business RSE, parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, premièrement, on peut faire appel à moi quand il y a une urgence dans l'entreprise et on ne sait pas, déjà, qui potentiellement pourrait le faire. Et surtout, quand je parle d'urgence, c'est à la fois sur la partie RH, sur la partie structuration, où il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque, ça coince, il y a du turnover, il y a, malheureusement des accidents de travail ou des incidents au niveau lié à la réglementation. On reçoit un courrier, on ne sait pas y répondre, on est perturbé par rapport à ça, on n'est pas performant. Alors moi, je suis pas vraiment une spécialiste de la performance, j'allais dire économique sur le chiffre d'affaires. Moi, c'est encore une fois, je le répète, c'est du global et du 360. C'est vraiment sur la structuration d'entreprise. Donc là, on fait appel à moi et je leur dis vraiment dans le diagnostic, qu'est-ce qui va et surtout comment le plan d'action. Donc c'est non seulement je leur dis ce qui va pas, donc je vais aller chercher la cause, je leur mets le plan d'action et je leur mets également à disposition tous les templates pour qu'ils ne sont pas, qu'ils n'aillent pas chercher, à droite à gauche comment l'implémenter, et de manière très simplifiée en un package, c'est ça. Ensuite, comment j'ai intégré la partie formation? Donc j'ai fait 3 offres. Donc juste pour revenir à Docteur Business RSE, vous allez me retrouver dans tous les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, bientôt Twitter. J'ai, un site internet qui vient de du coup sortir, une application mobile, et j'ai un deuxième site, potentiellement internet qui va sortir pour la partie organisme de formation. Mais bon, là, je ne parle pas pour tout de suite. Quand je dis j'ai investi beaucoup parce que je voulais vraiment donner, en fait, je veux vraiment que les dirigeants ne se retrouvent plus seuls face à leurs problématiques et qu'ils ont plus peur ou honte, d'énoncer, surtout les mamans ou les femmes, parce que du coup, ça, je sais que c'est quelque chose qui potentiellement, freine beaucoup cette charge de travail et cetera. Et je veux vraiment leur faciliter parce que c'est ma valeur ajoutée. Moi, je sais comment est composé le puzzle et je leur explique comment est composé le puzzle, mais en plus de ça, de leur expliquer, je compose pour eux, donc c'est-à-dire je leur facilite la partie, sur ça. Donc 3 offres, donc la plus complète, c'est la clé en main, où là, je vais vraiment, du coup, auditer avec un référentiel ou pas, c'est-à-dire le référentiel ISO ou Calliope si vous êtes organisme de formation. Et là, je vais vraiment auditer toute votre entreprise. Quand je dis audit, attention, c'est pas pour faire peur, c'est vraiment d'analyser la façon dont travaille donc l'ADN de l'entreprise, comment elle travaille, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son identité, son objectif, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, la culturation d'entreprise, où elle veut aller dans quelques années, pour ensuite, moi, leur rédiger tout ce qu'on appelle le système de management intégré, ou le système de management par la qualité, ça dépend, comment on s'y retrouve. C'est tout simplement tous les process. Donc je vais standardiser, je vais écrire pour qu'ils visualisent et je vais les mettre sous forme de tableau de bord avec des indicateurs, donc ce qu'on appelle des KPI.
un pilote, donc un pilotage qui va se faire sous forme de gestion de projet et une feuille de route à déployer. En fait, ça va donner le squelette de l'entreprise qu'on pourra déployer et si jamais il y a un risque, une problématique qui peut revenir, on saura comment, y remédier. À l'intérieur donc du coup de cette conduite du changement, parce que c'est quand même un changement qu'il va y avoir, je les accompagne donc soit avec des formations, donc en interne, en présentiel, en distanciel, c'est eux qui choisissent le format qu'ils veulent et voilà, je me mets à leur disposition. Donc j'ai ouvert aussi à côté de ça des options, supplémentaires, notamment un suivi régulier par mois ou, s'ils ont des urgences et cetera, ils peuvent faire appel à moi après ce pack clé en main. Pour ceux qui sont déjà bien et ils veulent juste savoir, voilà, être sûrs et comprendre certains enjeux, notamment pour les plus petites entreprises, pour la partie structuration d'entreprise, typiquement, on va y avoir, le plus petit format, sur lequel je vais être présente, 3 jours, donc 3 jours d'audit et 3 jours d'accompagnement, derrière. Et après, il y a le format entre les 2, c'est-à-dire que je fais le petit format, donc il y a pas du clé en main. Là, je donne pas c'est pas moi qui fais le travail, c'est eux qui vraiment font le travail, de structuration. Bien évidemment, je leur donne la méthodologie, je leur donne la feuille de route, ils sont pas comme ça laissés, au dépourvu. Il y a aussi une formation qui est par contre, c'est que du e-learning sur ce format-là et j'allais dire oui, les templates sont fournis, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent le mettre aussi à leur charte graphique, de façon à ce qu'ils déploient, très rapidement. Mais c'est pas du clé en main, c'est-à-dire que c'est pas moi qui va, implémenter les outils, c'est pas moi qui va, faire les process, à leur place et cetera. C'est eux qui doivent confronter, qui doivent, faire ce travail-là, sur ça. Et le entre 2, c'est pas totalement fait, donc c'est pas du clé en main, mais voilà, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus poussé, pour ceux qui ont un peu encore du mal et sur lequel donc c'est pas 3 jours d'audit, 3 jours d'accompagnement, c'est, 5 jours d'audit et 6 jours d'accompagnement vraiment efficace pour l'implémentation de cette partie-là. La formation, elle est sous forme également distancielle, présentielle ou en e-learning selon le choix et donc voilà, ça c'est du global. Pour la partie formation, donc je fais des formations en intra-entreprise, aussi dans mes locaux. Donc là, j'ai pris des locaux spécialement pour ça, pour, donc à Douai, mais pas que. C'est-à-dire que c'est une agence qui est présente en France et à l'international, parce que j'ai oublié de le dire, mais moi je travaille pas que en France. Je travaille dans toute la France et aussi à l'international pour, des sujets, très spécifiques liés à l'entreprise. Également, potentiellement, je suis aussi référente handicap, donc je l'accompagne aussi dans cette démarche-là et c'est dans mes valeurs plus profondes, donc c'est-à-dire que je laisse pas à côté, voilà, des personnes en situation de handicap, mais j'aide cette partie-là et pour vous donner un petit peu un topo, des projets qui sont en cours, nous avons gagné un appel d'offres avec une association parce que j'accompagne aussi les associations pour leur structuration. Donc on a gagné un appel d'offres dans le sud de la France, donc à Marseille, pour, accompagner un hôpital, donc à accompagner les personnes ou à réintégrer les personnes dites entre guillemets «fragiles», donc qui ont soit vécu une maladie, soit vécu, un burn-out, une dépression sévère, un accident de travail ou autre, à réintégrer leur poste ou en tout cas, à intégrer un autre poste dans cette partie fragilité. Donc il y a 3 grands pôles. Il y aura ma partie à moi, c'est-à-dire vraiment auditer, toute l'entreprise pour savoir, voilà, pour aider les managers, aider les responsables et dirigeants, à visualiser, et surtout les RH, parce que les RH, ils ont vraiment besoin d'aide par rapport à ça. Comment on peut les intégrer? C'est quoi le suivi qu'on peut avoir avec eux? Toute cette partie-là. Ensuite, il y a plutôt pour, collaborateurs, il y a tout un suivi derrière avec des thérapeutes, avec des psychologues, avec, tout ce qui est thérapie, au choix. En fait, c'est vraiment un pack, sur ça. Et il y a aussi pour les managers et les dirigeants, donc du coaching pour, les aider à intégrer justement, cette notion d'inclusion, de handicap, de savoir comment, quels mots employer et cetera, toute cette partie-là sur ça. Donc c'est vraiment très vaste. Comme je dis, moi j'utilise la méthodologie, RSE qui a 3 piliers à chaque fois: économique, pour l'optimisation, notamment pour le profit et cetera, la partie sociale,
ou sociétale, ça dépend où on se trouve, pour toute la partie ressources humaines, puisqu'effectivement, pour organiser une entreprise, il faut des ressources humaines, et toute la partie environnementale, mais pas que, réglementaire et conformité, avec 2 mots-clés, éthique et transparence. Voilà. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens un avant-après être devenue maman, dans le sens, est-ce que tu penses que tu as développé des qualités ou alors tu as amplifié des qualités que tu avais déjà depuis que tu es devenue maman? Est-ce que ça te sert aujourd'hui dans toutes les missions là que tu as avec tes clients? Complètement. Moi, je le vois, hein, je suis beaucoup plus, alors déjà, je pensais être patiente, mais là, j'ai vu avec mon fils que, en fait, non, pas du tout, mais il m'a fait travailler encore plus la patience, c'est-à-dire, l'écoute. Comme je l'ai expliqué, quand on a un enfant, effectivement, des fois, bah, forcément, avant qu'il parle, parce que là, il parle, ça va, enfin, maintenant, on arrive à comprendre et cetera, mais quand il est bébé, bah, on est frustré. Des fois, il pleure, on va pas savoir pourquoi. Il dort pas de la nuit, déjà on est, voilà, quand on dort pas de la nuit, c'est très, très compliqué à tenir. Mais en plus de ça, cette résilience de dire: «OK, on contrôle pas les choses et on est, un peu démunis parce qu'on ne peut pas, faire plus qu'on le fait déjà». C'est-à-dire qu'on a beau, bah, voilà, le changer, on a beau lui faire la douche, on a beau, lui prendre, acheter en pharmacie tous les produits, possibles et inimaginables, qu'on a achetés qui des fois ne n'ont servi à rien. Heu, les médecins, c'est pareil et cetera. En fait, c'est de se faire confiance. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, enfin, mon fils m'a vraiment fait, apprendre sur ça, c'est de me faire confiance. Parce qu'en fait, cette intuition qu'on n'écoutait pas forcément, là, ça s'est amplifié avec mon fils. C'est-à-dire que, déjà en tant que maman, mais pas que, c'est-à-dire quand on se dit: «Ah bah non, on va faire ça», mais finalement on s'écoute pas, on va faire autre chose. Donc s'écouter et écouter la situation et prendre du recul. De pas être, en stress permanent et ça, moi je l'ai beaucoup appris. Je sais que mon mari il me dit: «Je sais pas comment tu as réussi à pouvoir le faire» parce qu'en fait, je me dis: «Il faut pas stresser quand, par exemple, je dis n'importe quoi, là, il a eu la scarlatine, il y a un moment. Ça a été très, choquant, impressionnant, parce qu'en fait, il a fait que de vomir et à un moment donné, il vomissait, vomissait, vomissait. Avec la fièvre et autre chose, il a commencé à, voilà, même s'évanouir, à avoir des convulsions et cetera. Ça a été très impressionnant, mais en fait, bah, du coup, mon mari était très stressé. Moi, j'ai repris un peu le recul, même si ça a été très dur. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là?» Et de dire, bah, step by step, OK, là, on fait du curatif comme on fait en entreprise. Tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour, bah, justement, pour pas que la crise, elle revienne ou alors stopper la crise et après du correctif. Donc, moyen terme, on va à l'hôpital ou alors on appelle les pompiers si on se sent pas en mesure de conduire et préventive, pour pas que ça arrive, bah, malheureusement, on peut pas parce que le préventive, le seul truc, c'est que maintenant on sait quels sont les symptômes et on sait le reconnaître, par rapport à ça et en général, quand ils l'ont une fois, c'est ce que nous a dit le médecin et voilà, vous êtes débarrassés pour cette fois-ci et pendant longtemps. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles en tant que maman, si j'aurais pas été maman, j'aurais jamais pu avoir cette, prise de recul et de dire: «OK, lâcher prise» aussi parce que du coup, bah, des fois on prévoit des choses. Par exemple, la dernière fois, en octobre ou novembre, je sais plus, j'étais partie en Espagne et pareil donc j'ai pris, mon fils avec moi, en Espagne pendant les vacances et bah, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu puisqu'effectivement, bah, il est tombé malade. Donc pareil, les urgences à l'étranger, comment faire? Bah, je suis bloquée parce que, bah, forcément un enfant, surtout un bébé, quand il est malade, bah, il a besoin de réconfort, il a besoin de soutien, d'être dans les bras de sa maman et cetera. Donc bah, voilà, je pouvais pas faire autre chose et il fallait prioriser. Donc priorité à lui et on verra après et même s'il y a du retard, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment ce lâcher prise qui qui est super important et je trouve que c'est magique, même si c'est difficile, hein, sur le moment, je dis pas, enfin, ça a été très long à trouver, ce truc-là de dire: «OK, lâche prise, c'est pas grave, prends pas sur toi et cetera, ça va bien se passer» et finalement, bah, voilà,
voilà, on s'en sort toujours. La morale de l'histoire, c'est qu'on s'en sort toujours et que même dans l'entreprise, même si vous êtes en retard, bah, vous vous sortirez toujours. De toute façon, on peut pas changer les choses et les cours des choses, voilà. Ouais, j'ai noté la patience, la confiance, le self-control et le lâcher-prise. C'est Ouais, top, c'est des ça. superbes qualités en tout cas. Est-ce que donc là on est à la fin hein, de l'interview, j'ai encore deux questions pour toi. La première c'est, y a-t-il une idée de business que tu souhaites partager? Est-ce que tu as des idées comme ça là et donner des idées à l'audience, aux mamans là qui nous écoutent et qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas encore dans quoi? Alors, dans plusieurs secteurs d'activité, selon le niveau aussi de ce qu'on veut entreprendre, par exemple, si vous voulez faire du commerce, bah, justement, tout ce qui est attrait si vous êtes, fan et passionné par rapport à ça, de tout ce qui est attrait autour de l'enfance, de l'enfant, qui pour moi est pas encore, bien, j'allais dire exploité, notamment dans les soins de l'enfant justement, plus naturel pour le coup. Hem, Comment dire? Les activités, bon là, il y a eu une montée sur les Montessori et cetera, mais tout ce qui est, des choses partagées avec, les enfants, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Les soins cosmétiques aussi pour les enfants, mais de façon plus naturelle, beaucoup plus artisanale, j'allais dire, sur ça. Je pense que c'est pour moi, hein, c'est une très bonne idée parce que c'est ce que je recherchais et ce qui me manquait pour moi, par rapport à ça. Ensuite, il y a, tout ce qui est autour de l'enfance. Voilà, lui apprendre les langues, lui apprendre, je sais pas, les chi enfin, je tout ce qui est autour de l'enfance, je pense que c'est des idées business à développer et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire avec déjà un métier, de le faire le plus possible dans le digital et au livrable. En fait, pourquoi au livrable? Parce que en fait, c'est ce que je fais avec mes offres aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vends, un accompagnement derrière, mais je vends aussi beaucoup de livrables. Dans le sens où comme ça, je sais combien de temps ça va me prendre pour pouvoir livrer, un document ou, quelque chose de très spécifique et je sais, bah, du coup, le temps que je vais avoir et que je pourrais accorder à mon fils. Si jamais il tombe malade et que j'ai du retard, bah, c'est pas grave parce que je sais comment planifier. C'est-à-dire que je lui donne des dates à chaque fois et je mets toujours 3 ou 4 jours de justement d'écart, entre la date de restitution. Comme ça, je sais que, quoi qu'il arrive, je pourrai rattraper le retard, ce qui est bien parce que du coup, on peut faire face avec, mon conjoint par rapport à ça. Donc je pense que c'est voilà, c'est les 2 idées business que je peux donner, c'est vraiment sur la partie soins de l'enfant, que ce soit psychologique, émotionnel. Je sais qu'il y a pas encore, beaucoup de choses sur l'émotionnel de l'enfant et on apprend beaucoup de choses sur l'émotionnel de l'enfant. Tout ce qui est cosmétique, puisque bien évidemment, encore une fois, il y a très peu de choses naturelles pour les enfants et je trouve ça dommage. Et si on vous êtes un métier comme ça, donc beaucoup dans le digital et voilà, beaucoup être dans le livrable, donc livrer des choses. OK, parfait. Alors dernière question maintenant pour toi, Myriam. Si tu avais un conseil, bon, tu as le droit d'en avoir 2, mais si tu avais un conseil à transmettre là maintenant, pardon. Alors je recommence. Si tu avais un conseil à transmettre à une maman, entrepreneur qui souhaite entreprendre, quel serait-il? De vous faire confiance. Vraiment, je pense que on est dans une société où, on nous impose, on nous met sous, pression. Cette pression supplémentaire, femme, maman, attention et cetera. En plus, on passe d'un stade de grossesse où on est tous un peu, voilà, chouchoutés, un peu, accompagnés par rapport à ça, à tout de suite: «Ah maintenant tu es maman, faut pas enfin tu as pas le droit à l'erreur, quoi». Alors que si, c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça qu'en fait on apprend l'un de l'autre. L'enfant va nous apprendre des choses et ainsi de suite et il va apprendre aussi de ses parents. Et ça, je pense que la maman entrepreneur, comme dans son entreprise, il faut qu'elle donne du temps, à prendre du temps aussi avec son enfant pour apprendre d'elle-même, apprendre de l'enfant et apprendre aussi je pense que ça va lui faire prendre confiance et cette prise de recul, pour être mieux aussi dans son entreprise et justement à faire, évoluer ses offres. Bah, je te remercie beaucoup. Merci, d'être venue, à mon micro aujourd'hui. Merci d'avoir rejoint le clan des marquises
Et j'espère que ça vous a plu. Je te laisse le mot de la fin, Myriam. Prenez soin de vous, c'est important. N'oubliez pas que les enfants sont les leaders de demain. Et même si vous n'êtes pas maman, il faut prendre soin des enfants parce que c'est la génération qui arrive juste après. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a boosté, inspiré ou donné de l'élan pour passer à l'action, pensez à le partager à une autre maman ambitieuse. Ensemble, on est plus forte. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Identifiez-moi sur les réseaux, je viendrai vous remercier personnellement. Et souvenez-vous, entreprendre en étant maman, ce n'est pas un frein, c'est une force. Alors foncez et à très vite dans La Marquise, le podcast des Mum Boss.